Bienvenue dans Classé 18+, salut tout le monde, salut Médoc. Salut. Un Classé 18+, un peu spécial, tout simplement parce que nous n'aurons pas de critique. Voilà, c'est, oui, il y a Hitman Absolution qui sort la semaine prochaine, on a Call of Duty Black Ops 2 qui est sorti en début de semaine. On a décidé de faire ces deux critiques dans 15 jours dans Classé 18+, tout simplement pour s'accorder le temps nécessaire pour faire des bonnes critiques, bien tester les modes multi qui vont avec et tout ça. On va quand même parler de ces jeux, et puis on a du contenu, on a des reportages consacrés à des jeux que vous attendez, et puis évidemment nos news et plein de choses. On est quand même on a une bonne petite actualité, même si là, ça commence à se raréfier. On arrive vers décembre, et en décembre, il n'y a juste rien. Voilà. Donc on voit tout de suite le contenu de cette émission avec le sommaire. Et on commence ce Classé 18+, avec un reportage sur Far Cry 3. On enchaîne avec l'avant-première de Hitman Absolution, suivi d'un Money Shot spécial 18+, comme il y a 2 semaines. Bien entendu, 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu PS Vita. Et on termine ce Classé 18+, avec un reportage sur DMC Devil May Cry, réalisé chez le développeur. Donc, s'il vous plaît. Voilà. Mais tout de suite, les news. On commence ces News 18+, avec une vidéo 100% pour le plaisir. Nommée Killer Moves et consacrée à Dishonored, cette vidéo a été montée par Arkane Studio et Bethesda à partir d'actions spectaculaires réalisées par les joueurs. On peut lui reprocher un montage super haché qui ne facilite guère sa lisibilité, mais elle peut néanmoins donner quelques petites idées au niveau des enchaînements de pouvoir. Regardez cette action très impressionnante, un multi-kill à l'aide d'une simple grenade ayant nécessité l'emploi de 2 pouvoirs distincts, le pli temporel et la rafale. Certains joueurs américains de Black Ops 2 ont eu la surprise, en essayant d'installer le disque 2 de leur jeu sur PC, de découvrir, non pas Call of, mais Mass Effect 2. Une erreur imputable à la société ayant pressé les DVD, visiblement. Du coup, BioWare a profité de ce coup de pub inespéré pour organiser une espèce de pseudo-concours hilarant. Pour reprendre leurs mots, si l'univers pense que vous devriez jouer à Mass Effect en ce moment, qui sommes-nous pour le contredire? Les 50 premiers joueurs envoyant une photo d'eux avec le fameux disque 2 en main recevront ainsi un code PC pour télécharger gratuitement Mass Effect Trilogy, sorti le 15 novembre dernier. Critiqué début 2012 dans Classé 18+, sur PC, l'excellent Lone Survivor sera bientôt porté sur PS3 et PS Vita. Développé à la base par le développeur indé Jasper Byrne, ce survival horror 2D sera entièrement reprogrammé par le studio londonien Curve, qui ont créé des titres téléchargeables tels que Hydro Venture et Explodemon sur PSN, PC et WiiWare. Jasper Byrne a également précisé sur son blog que son jeu sera traduit en allemand et en français, ce qui est une excellente nouvelle. Konami a récemment annoncé une réédition spéciale de Metal Gear Solid 4 pour le 25e anniversaire de la série. Prévue pour le 29 novembre prochain, cette édition inclura la gestion des trophées et quelques bonus hors jeu, avec un poster recto verso de l'artwork réalisé par Shinkawa Yoji pour l'occasion. Cette version sera vendue autour de 30 €, soit 5 € de plus que l'édition Platinum sortie en 2009.
Les nombreux fans de Borderlands 2 seront ravis d'apprendre que leur jeu s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires à travers le monde. Pour donner quelques chiffres plus techniques, le représentant d'un cabinet d'analyse a déclaré que la jeune franchise Borderlands avait un taux d'attachement de plus de 25%, la moyenne dans l'industrie du jeu étant située a priori autour de 14%. Bref, Borderlands est désormais une marque installée pour 2K Games. On peut donc s'attendre à ce que l'univers du jeu soit développé. Si Randy Pitchford, l'un des fondateurs du studio Gearbox, affirmait début octobre sur son compte Twitter que ses équipes ne travaillaient pas sur une suite, la donne a sans doute changé depuis. Un Borderlands 3 a ainsi toutes les chances d'être en pré-production au moment où vous verrez cette news, reste à savoir sur quelle plateforme. Qui sait, le jeu sera peut-être une exclu Wii U comme Bayonetta 2. Mais non, je plaisante. Une mini-info pour les joueurs ayant acquis Sniper Elite V2 sur console. Le mode multijoueur est désormais téléchargeable gratuitement. Cette extension comprend 4 nouveaux modes de jeu, Deathmatch, Team Deathmatch, Distance King, Team Distance King, ainsi que 6 maps jouables de 2 à 8. Un DLC de 3 armes est également téléchargeable pour 240 points Microsoft ou environ 3 € sur le PSN. This little piggy went to market. This little piggy stayed at home. Le super flippant Amnesia The Dark Descent, sorti sur PC en 2010, se verra prochainement doté d'une suite indirecte appelée Amnesia A Machine for Pigs. Ce trailer a été réalisé pour Halloween et présente un peu l'univers de ce nouveau survival horror en vue subjective qui promet d'être tout aussi dérangeant que son prédécesseur. Si le jeu sera a priori basé sur le même game system, il comprendra une IA retravaillée de manière à déstabiliser les joueurs de la première heure, des niveaux plus larges ainsi qu'une narration plus syncopée. L'ambiance sonore devrait être à nouveau l'une des grandes forces du jeu avec une bande originale de Jessica Curry, la compositrice de D-Rester et co-directrice du studio indépendant The Chinese Room. Quant au bruitage, à base de couinements de cochons et de halètements, vous pouvez apporter votre pièce à l'édifice sonore du jeu en envoyant vos cris au format WAV, OGG ou MP3 à l'adresse suivante. Et si vous êtes passé à côté de l'excellent Amnesia The Dark Descent, on vous invite à aller voir la critique sur No Life Online. My dear Mr. Mandus, I admire your vision, I truly do. But there are surely not enough pigs in the whole of London to feed the appetite of such a machine. That all rather depends, Professor, on what one considers to be a pig. Ni une suite, ni un DLC, le gros paquet est une version intégrale du délire open world de Volition. Annoncé pour le 9 novembre, c'est finalement le 16 que ce jeu sortira sur PS3 et Xbox 360 autour de 50 € et sur PC en version téléchargeable pour environ 40 €. Pour vous donner une idée du ton décalé et tout en finesse du jeu, sachez que l'actrice qui présente ce trailer n'est autre que Sasha Grey, une ex-star du porno. Cette édition comprendra le jeu original édité en 2011, les 3 packs de missions téléchargeables sortis depuis et une trentaine d'items bonus comprenant entre autres des armes et des costumes issus des packs Shark Attack, Yankee Girl, Opération Spéciale, sans oublier le magnifiquement nommé Sorcière et Saucisse.
What's going on, Salty? This is Hong Kong. Pour rester dans les jeux open world, voici maintenant le trailer du DLC Cauchemar à North Point, destiné aux sympathiques Sleeping Dogs. Sorti peu de temps après Halloween, ils mettent en scène une ville de Hong Kong envahie par les fantômes des triades venus de l'enfer. Ils ont donc les yeux qui brillent et feront certainement sourire les fans de John Carpenter, et en particulier des aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin, l'un de ses chefs-d'œuvre. Ce DLC scénaristique est téléchargeable pour 560 points Microsoft ou environ 6 € sur Steam et PS3. Time to die, Shen. You're next. This is what revenge looks like, Shen. Most men don't make me wait this long for a date. Sorry, it's been crazy lately. Trick or treat. Et on conclut ces news avec la deuxième bande-annonce de GTA V, diffusée il y a quelques jours. Regardez, et on en parle juste après avec Medo. You know, I've been in this game for a lot of years, and I got out alive. If you want my advice, give this shit up. Skeletons in your closet. Itching to come outside. The guns and crank in this area go through Trevor Phillips Enterprise, or they ain't going. I'll swing by and sign the contracts, all right? Just ignore the bodies. Can you tell me where Berto Beach House is? That house right there, with the yellow stairs. I don't care how many cars you own, you ain't changing. I'm getting my money in the hood. I'm cool. Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Your son, James. He's a good kid. Oh my God! Hey, let's bounce. Bounce. We're bouncing now. It's getting ready to go. It's getting ready to show. Somebody shut up at the mountain. We're getting ready to know. It's getting ready to cry. It's getting ready to shock. Somebody turn up the heat again. It's getting ready to pop. That's Trevor, my best friend. That's Franklin, the son I always wanted. Yeah, whatever. Jesus, your therapist has a lot to answer for. It's getting ready to go. It's getting ready to show. Somebody shout out at the mountain. We're getting ready to know. It's getting ready to dry. Il n'y en a pas beaucoup quand même des jeux qui te font cet effet-là. C'est-à-dire moi, quand j'ai appris la date de diffusion du trailer numéro 2 de GTA V, je l'avais noté dans mon Google Agenda. Pour être sûr de ne pas le louper, pour ne pas oublier, etc. Et donc on s'est tous mis avec la rédac genre devant un PC, puis on a maté ça ensemble. Et c'est vraiment un petit événement. Toi, t'en as pensé quoi, la première retour? J'ai envie de dire qu'il y a presque rien à dire si ce n'est du bien. Enfin, les mecs maîtrisent tous les aspects. T'as l'impression qu'ils maîtrisent tous les aspects de la vie, le choix dans la musique. Évidemment, ils savent te trouver les titres comme ça, et la manière dont ils présentent les choses, et la manière subtile aussi, ou pas d'ailleurs, pas vraiment subtile, qu'ils ont de te montrer ce que tu vas pouvoir faire, les possibilités. Je veux dire, c'est pas anodin si on te met à un moment donné un F-16 qui arrive, qui lance 2 roquettes sur un hélicoptère, tu vois, ou si on te met à un moment, tu vois un Rottweiler qui est là, ou... Tu sais que tu vas voir ça, ou si tu vois un mec qui saute en parachute, c'est une manière de dire, hé les mecs, dans GTA, il y a du parachute. Et puis en plus, moi ce que j'apprécie vraiment, c'est que tu regardes une bande-annonce d'un GTA comme tu regardes la bande-annonce d'un bon film de genre que tu attends depuis longtemps. Donc là, on découvre 3 personnages. Donc la première bande-annonce était focalisée sur le personnage de Michael, qui était un retraité, donc qui clairement avait fait pas mal de hold-up dans sa vie et qui est genre seul à coule douce au bord de sa piscine, etc. On découvre 2 autres persos. On découvre Trevor et Franklin. Et donc ces 2 persos, l'un, Franklin, qui est une espèce de jeune
qui galère, clairement qui galère, mais qui essaye de sortir un petit peu de sa merde et qui, pour le coup, va peut-être s'associer avec Michael pour faire des casses, etc. Et un autre personnage qui est Trevor, un personnage d'une espèce de hobo déglingué, vraiment psychotique, qui est visiblement un ami en fait de Michael, sachant que Franklin, lui, c'est un peu le fils que Michael aurait souhaité avoir parce qu'il est en train de galère avec sa famille, avec un peu la trophy wife qui fait chier, avec le gamin qui pète un câble, qui fait n'importe quoi. Et ces trois personnages-là seront jouables donc, dans le jeu et on pourra alterner comme on veut, switcher on the fly entre l'un et l'autre de manière à adopter différents points de vue et à suivre le tracé de chacun. Et alors ça c'est super intéressant parce que j'ai envie de dire, moi je me serais contenté simplement d'une nouvelle histoire, de nouvelles idées, d'une upgrade graphique, tu vois. Mais non, là, il propose ce délire de switch entre personnages. Oui, j'ai envie de donner des sous tout de suite, là. Je pense que si le projet était kickstarté, il ferait un malheur, quoi, il n'y a pas de souci. Et ce qui fait plaisir, ce qu'on retrouve une nouvelle fois, c'est genre la qualité au niveau de l'écriture. Donc les personnages sont tout de suite crédibles, les dialogues font mouche immédiatement. On a juste envie de jouer avec ces persos, de les découvrir, de voir un petit peu l'étendue du gameplay proposé. Mais au-delà du gameplay, on a même, c'est rare quand même dans un jeu, où tu veux juste l'essayer pour suivre l'histoire. Pour le scénario, c'est quand même super méga rare. Donc voilà, c'est GTA 5, trop cool. Bon, après le trailer de GTA 5, qui sera l'un des gros jeux du début 2013, puisqu'il devrait sortir au printemps 2013, il y a quand même Call of Duty Black Ops 2, qui récemment a fait l'objet d'une soirée de lancement sur les Champs-Élysées, comme c'est le cas tous les ans. Toi, t'y étais. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots? Je suis parti là-bas, c'était dans un grand magasin, tout ça. Donc il y avait beaucoup de monde. Alors le truc un petit peu triste, c'est qu'ils avaient prévu des barrières à l'extérieur, tu vois, pour contenir un petit peu toute cette jeunesse. Mais non, finalement, tout le monde rentrait à l'intérieur du magasin, donc il y avait juste les barrières dehors. Et ouais, donc lancement, voilà, gros lancement avec le décompte, tout ça, là il y a des images. Et puis du coup, je suis parti prendre quelques réactions, une ou deux réactions de jeunes qui avaient fait l'acquisition du jeu. Parce qu'en fait, si tu veux, et puis avant qu'on regarde leurs réactions, moi j'ai du mal, il y a un truc avec lequel j'ai du mal à résoudre mes dissonances cognitives. Je suis pas enthousiasmé d'une manière générale quand il y a un nouveau Call of, ça fait 2-3 ans, quand il y a un nouveau Call of qui sort, je suis pas enthousiasmé. Et ça m'énerve parce que j'ai pas envie qu'on pense que je suis le genre de mec, quand il y a un truc un petit peu mainstream ou qui marche bien, automatiquement je me positionne comme le mec, non attends, c'est trop mainstream, tout le monde est dedans. Passé avec Amélie Poulain. C'est genre, lorsqu'Amélie Poulain a cartonné, soudainement, t'as des critiques qui ont retourné leur veste en disant « Ah, c'est vraiment trop de la merde ». Tu vois, moi je trouve ça bidon. Voilà, quand il y a un truc qui est bien, que les gens soient des millions ou simplement une petite dizaine à kiffer, si le truc est bien, je le kiffe, tu vois. Je suis pas sujet à... Je suis pas... Et donc ça m'énervait de pas être enthousiasmé par ce truc-là. Je voulais comprendre pourquoi je suis pas enthousiasmé et je voulais surtout comprendre pourquoi des jeunes l'attendaient, tout simplement, le Black Ops 2. Et donc regarde les quelques réactions. Alors qu'est-ce que t'attendais ce Black Ops 2? Au début pas spécialement, après j'ai vu quelques images et j'avoue que ça m'a tenté, contrairement au 1. Et donc on va voir vraiment ce que ça donne, mais c'est tentant, ouais. C'est principalement pour le multi ou pour l'expérience solo que tu l'as pris? Solo non, pas du tout, non. À la base je sais pas ce que celui-là va donner, mais c'est plus pour le multi, ouais. Et t'es plus dans le délire multi ou l'expérience solo? Un peu des deux, mais bon, plus multi quoi. Je fais toujours le solo en premier pour au moins avoir le synopsis du jeu. Et après, je joue au multi. Mais le zombie, là, je suis intéressé par le zombie aussi. Alors voilà, tu constates que c'est du no prise de chou. Les mecs vont pas chercher dans les jeux vidéo, ils cherchent pas à choper soit la dimension artistique. Ils veulent que ça explose, tu vois. Et d'ailleurs, la plupart étaient plus branchés par le multi, par la compète, que par une histoire qu'on te raconte ou quoi que ce soit. Tu parlais un petit peu de la lassitude qu'on pouvait avoir, genre comment l'expliquer. Moi je pense que c'est lié au fait simplement que le jeu, il y a un nouveau Call of qui sort tous les ans. Donc c'est un peu comme FIFA, tu vois, genre les gens vont acheter le nouveau FIFA simplement pour avoir des updates d'équipe et pour pouvoir rejouer avec des potes en multi, avec les bons joueurs dans les bonnes équipes. Là, Call of Duty c'est pareil, on relance en fait le jeu simplement pour avoir 3 armes supplémentaires, des petits modes qui ont changé, retrouver ses potes. Et ensuite le solo, même s'il a à peu près le même quand même chaque année, il y a des petites nouveautés. En l'occurrence dans celui-là,
Visiblement, on aura plusieurs fins. On aura donc des choix qui auront vraiment des conséquences au fil de la campagne solo. Donc ça, c'est pas inintéressant. Mais moi, je le compare vraiment, c'est du Transformers. Donc c'est vraiment du mainstream, du grand public. Ça veut pas dire que c'est de la merde. Ça veut simplement dire qu'à un moment donné, lorsque tu es dans le milieu, comme nous, on peut avoir une certaine lassitude. Parce que tous les ans, ça change pas des masses. Et puis on en parlait un petit peu avant, les Call of, c'est des jeux techniquement qui sont vraiment impeccables. Mais quand on veut les distinguer, alors ah oui, il y avait telle scène dans tel jeu, etc. C'était lequel? Pour trouver lequel, c'est vraiment pas évident. Dans lequel il y a eu tu te battais contre les terroristes. Par exemple, question, ouais, tu sais, c'était le jeu dans lequel tu te battais contre les terroristes. Ça, c'est le cas de tous en fait, à partir des Modern Warfare. Et puis voilà. Et du coup, ça fait quand même plaisir d'avoir des licences qui en effet reviennent. Far Cry 3 par exemple, c'est un 3e épisode, mais ils sont tous vraiment très très différents. Et le 3e là revient un petit peu sur l'esprit du premier, mais avec une dimension scénaristique autre, via l'ajout d'un personnage complètement barré de Vaas. Puis on a également un gameplay qui est nettement plus ouvert, toujours plus ouvert, puis on a des tigres dedans. Et on a un reportage à vous montrer, donc on va le regarder. If you want to survive this island, you're going to need more than that knife. On vous en avait déjà parlé dans un précédent classé 18+. Far Cry 3 s'est à nouveau présenté lors d'une soirée organisée par Ubisoft il y a quelques semaines. L'occasion pour nous de rencontrer et d'échanger avec les développeurs et les comédiens ayant participé au projet, et aussi de demander quelles avaient été les grandes avancées dans le processus de développement depuis l'E3 dernier. Et c'est Henri-Philippe Gay, le responsable de la marque Far Cry 3, qui a accepté de nous répondre. Ce qui est arrivé depuis l'E3, il y a eu beaucoup de développement sur le projet. À l'E3, on vous a montré une partie du jeu où tu rencontres un personnage qui a un gros impact sur Jason du point de vue du narratif du jeu. Mais on est revenu par après à montrer un peu le jouet du monde ouvert, puis de laisser les gens se promener juste pour explorer, pour voir les différentes activités que tu peux avoir sur l'île, de chasser peut-être, de se faire chasser par un tigre ou par un requin. Alors cette découverte d'un autre personnage complète dans l'île a été ce qu'on commence à mettre en avant le plus possible pour vraiment montrer que l'expérience Far Cry est quand même différente de ce qu'on attend de beaucoup de nos shooters aujourd'hui. Ubisoft a donc communiqué ces dernières semaines sur l'aspect open world et sur les nombreuses possibilités de gameplay qu'offre ce Far Cry 3. Et si certaines idées comprises dans le game system ont nécessité une réflexion au sein d'Ubi Montréal, d'autres émanent directement de la communauté et des différents feedbacks concernant les 2 premiers Far Cry, comme nous l'explique Henri-Philippe. Je pense que le meilleur exemple de ça serait le fait que les ennemis respawnaient dans l'environnement. Il y avait des checkpoints dans Far Cry 2, tu arrivais là, tu les battais, tu partais plus loin, tu revenais, ils revenaient là. Puis on a eu beaucoup de feedback de la communauté en disant c'est un peu gênant, je viens juste de battre ces gens-là, ils reviennent. Alors on a vraiment pensé à ça, puis on a vraiment pensé à ce que les fans nous disaient, on l'écoutait. Puis on disait, on devrait avoir un système où on devient un peu propriétaire de cet environnement-là. On met notre marque sur l'île. Alors, c'est de là qu'est venu notre système de ce qu'on appelle en anglais un outpost. Un outpost, c'est un campement de pirates. Et quand tu arrives là, quand tu la vois d'une tour, tu vois un campement où il y a une fumée noire. Tu investigues un petit peu, puis tu vois 5 pirates qui sont en train de tenir ce camp-là. Si tu regagnes le camp, tu les bats. Tout à coup, les rebelles de l'île, les gens sur ton côté, viennent reprendre cette base-là et ont un effet sur l'environnement immédiatement autour du campement. Alors, on retrouve dans ça un moyen de prendre un certain ownership, de faire ta marque sur l'île et assurer que non, ça va pas être des respawning checkpoints, ça va être toi qui va devenir éventuellement la personne qui contrôle la plupart de l'île. Outre toutes ces idées enthousiasmantes sur le papier, Far Cry semble également disposer d'une histoire et d'un univers tout aussi enthousiasmant, le tout supporté par des personnages travaillés. Pour le coup, Ubi a sollicité différents comédiens pour interpréter ces personnages, et contrairement à ce que l'on pourrait croire, tous les rôles n'étaient pas forcément écrits à l'avance. They torture, they murder, they have no remorse.
j'ai vu le process avec les comédiens et on travaille main en main avec les comédiens, mais ça a été une expérience différente par rapport aux autres projets sur lesquels j'ai travaillé. Ce qu'on a fait très souvent, c'est qu'on a, dans notre studio de mocap, on a éteint les caméras, on a vu la performance des gens, puis on les a peut-être poussés un peu trop loin. On a fait des séances un peu longues, puis on commençait à voir dans l'acteur des fois une certaine frustration ou une énergie qui venait, soit à cause de la fatigue ou à cause des répétitions. Puis on a creusé là-dedans. On a vraiment pris l'acteur comme personnage, puis on a incorporé cette énergie-là dans le développement du personnage. Normalement, un personnage est écrit, il est scripté, il est livré à l'acteur. Dans ce processus-là, on a fait plus une boucle avec l'acteur pour assurer que lui, en tant que tel ou elle, puisse incorporer leur personnalité, surtout sous duress, dans les personnages du jeu. Le personnage que j'avais fait l'audition pour, c'était une personne dangereuse, mais il était pas émotionnel. Il était très stoïque en anglais, c'est-à-dire très calculateur, très froid. Et je voulais apporter quelque chose de différent. Je voulais vraiment m'exprimer à travers... Je trouvais le texte était bien et j'avais apporté ma propre saveur. J'avais mis l'accent espagnol aussi. Et c'est ça qu'ils ont aimé finalement. Mais ils ne voulaient pas changer le personnage qu'ils avaient écrit, donc ils m'avaient offert un autre. Au début, c'était que de l'improvisation. Après ça, on a fait des répétitions de scènes avec de l'improvisation et les écrivains étaient là. Il y avait Lucien Soulban qui a écrit le Definition of Insanity. On est devenus de très bons amis. Lucien, si t'écoutes, salut. Je suis un fan de ton travail. Et il était là avec moi dans la salle et au fur et à mesure que j'improvisais, il réécrivait le scénario. Et quand on a commencé à tourner les autres scènes, le scénario était déjà écrit, mais on avait beaucoup de liberté au niveau de l'improvisation et du placement. Et j'ai trouvé cette expérience-là très encourageante. Ça m'a vraiment permis de me mettre là-dedans parce que j'ai senti que je contribuais de ce niveau-là aussi. Michael Mando interprète donc le rôle de Vaas, l'un des personnages les plus fucked up de l'île. Son monologue sur la Definition of Insanity dans un des trailers de Far Cry 3 a d'ailleurs marqué plus d'une personne. Did I ever tell you the definition of insanity? Chose étonnante, c'était une balle de tennis qui lui donnait la réplique. Tu sais, j'ai beaucoup aimé la balle de tennis en fin de compte. J'ai vraiment aimé parce que c'est... je pouvais imaginer à qui je voulais parler vraiment, et je pouvais imaginer cette personne-là à la place de la balle de tennis. Pour le reste des scènes, c'était des acteurs qu'ils avaient embauchés pour jouer les personnages. Et le jeu, c'est le même. La recherche au niveau d'un personnage, c'est exactement la même chose. Je dirais que c'est une combinaison du théâtre à cause du placement. Par exemple, là, je suis j'imagine en medium ou en close-up, medium. Donc là, je suis en medium, et si je veux être en close-up, il faut que je m'approche. Si je veux être en master, il faut que je recule. Donc c'est vraiment l'acteur qui choisit quel medium il veut être, à quel niveau de la scène. Donc c'est super intéressant pour un acteur. Et c'est l'intimité du cinéma avec on fait qu'une prise. Donc de A à Z, c'est la même prise, il n'y a pas d'interruption, on ne peut pas choisir la meilleure prise d'une autre. Donc ça, c'est comme le théâtre. Donc c'est les deux, je dirais, c'est le théâtre et le cinéma, avec une petite saveur du jeu vidéo qui est qu'on porte un costume, qui n'est pas les habits du personnage, avec un casque et une caméra, que normalement le personnage ne porte pas. Donc ça, c'est le nouveau challenge du jeu vidéo. La préparation du comédien est donc à peu de choses près identique, quelle que soit l'industrie. Même si travailler pour un jeu vidéo reste une expérience plutôt unique. On est tous êtres humains, je crois qu'on se comprend entre nous. Et c'est pour ça, je crois qu'il y a des acteurs qu'on aime regarder et tout, parce qu'on est capable d'avoir une connexion humaine avec. Et je crois que de pouvoir apporter des êtres humains dans des personnages qui sont avant peut-être que en digital, ça peut apporter une connexion à certains moments qui est plus forte. Et je crois que ce qui est vraiment beau aussi, c'est qu'on peut garder ce qu'on veut de l'être humain et on peut changer ce qu'on veut aussi en digital. Donc on peut même prendre deux êtres humains. Tu sais, j'ai vu des personnages qu'ils ont fait où le personnage ne ressemble pas à l'acteur. Et j'ai demandé d'où vient l'influence et ils m'ont dit. Et je me suis dit, ah ouais, c'est un mix de ces trois personnes, tu vois. Donc je crois que c'est vraiment un univers sans limite. Et c'est fascinant. You are a warrior. You are Rakyat.
Disponible le 30 novembre prochain sur PS3, PC et 360, Far Cry 3 va tenter de se démarquer des autres FPS grâce à sa dimension open world, son aspect survie et son univers exotique à plusieurs égards. On espère donc que l'on aura affaire à quelque chose de massif et de carré, et on vous en reparle de toute manière à l'occasion de la critique diffusée très prochainement dans Classé 18+. But I'm here. You hit the ground. Voilà donc reportage Far Cry 3, cool. Sympa tout ça. J'en profite d'ailleurs pour remercier Raon de Gameblog parce qu'en fait les questions posées à l'acteur là, Mondo, c'est lui qui les a posées. Tu t'es pas fait chier. Non mais non c'est pas ça, c'est juste qu'il avait pas de caméra et je peux prendre la caméra dans l'œil pour le truc et tout. Je dis d'accord, tu prends la caméra mais moi j'utilise tes questions. T'as fait ton samaritain là. Un samaritain malin. Exactement. Attends, donnant, tu donnes, je donne. Donnant, justement, c'est la critique de Hitman Absolution, ce sera Gab qui va la faire, ce sera dans 15 jours. Moi, je me suis occupé de l'avant-première, ce qui m'a permis de jouer un petit peu, donc il y a une version quasi finale du jeu. J'ai bien aimé, on va voir ça tout de suite, de toute façon, avec l'avant-première. Il y a juste des petits trucs qui posent des questions, mais ça part franchement bien. Au moment où vous verrez cette avant-première, Hitman Absolution sera sur le point de sortir. En attendant la critique complète du jeu, diffusée dans 15 jours dans le prochain Classé 18+, voici une avant-première de ce titre ambitieux, auquel nous avons pu jouer à maintes reprises et de manière plus aboutie ces dernières semaines. Hitman Absolution s'inscrit dans la série créée par le studio danois IO Interactive en 2000. Mais après ce titre originel, qui donna lieu à 3 suites, nous n'avions plus de nouvelles de l'agent 47 depuis 2006 et la sortie de Hitman Blood Money. En acquérant l'éditeur Eidos en 2009, Square Enix a mis la main sur des licences prestigieuses, mais un peu has-been. Tomb Raider et Hitman furent les deux premières à être mises en chantier pour retrouver leur lustre d'antan, et on attend maintenant le nouveau FIF développé par Eidos Montréal, ainsi que, pourquoi pas, un nouveau Legacy of Kain. Tomb Raider a pris la forme d'un reboot, tandis que Hitman Absolution, lui, se présente comme une suite. Pas question donc de jouer l'agent 47 adolescent ou un truc du genre. En revanche, le personnage sera bel et bien bousculé dans son job d'assassin surdoué. Le jeu débute ainsi par un contrat ayant une résonance personnelle, la cible n'étant autre que Diana Burnwood, son agent de contrôle, la personne qui lui a confié ses contrats et l'a accompagné de sa voix durant ses missions. À partir de là, tout va rapidement déraper et 47 se retrouve traqué à la fois par la police et ses anciens employeurs. La mise en scène est soignée avec des cinématiques in-game de qualité, profitant comme les environnements du tout nouveau moteur Glacier 2, une évolution de celui utilisé entre autres sur Canon Lynch 2. Le jeu, lui, débute par une mission en forme de gros tutoriel, mettant clairement l'accent sur son aspect infiltration. On apprend rapidement à se déplacer silencieusement, à détourner l'attention des gardes à l'aide des objets trouvés dans les décors, et à exploiter le cover system. Dynamique, ce dernier permet sans souci d'épouser les parois à sa disposition pour ensuite glisser d'une planque à une autre par le truchement d'un bouton. Un système identique à la plupart des jeux actuels, de Gears of War à Splinter Cell Conviction. Si chaque objet trouvé peut également se transformer en arme mortelle, 47 débute avec ses guns, dont un équipé d'un silencieux, et sa fameuse corde à piano qui lui permet de stranguler une victime pour immédiatement traîner son corps jusqu'à un endroit pour le planquer. On notera la gestion en 2 temps des tirs, une pression légère pour stabiliser sa visée et une seconde plus ferme pour appuyer sur la détente. Une cible exécutée peut aussi être dépouillée de ses vêtements afin de se déguiser. Une fois déguisé, il ne faudra pas pour autant relâcher son attention. On peut en effet être repéré par des gardes trop curieux, d'où la nécessité d'enclencher la jauge d'instinct qui permet de détecter les ennemis à travers le décor, de prédire leur déplacement et de passer plus facilement inaperçu en étant déguisé. Le mode instinct illumine également des objets utiles, les armes potentielles et les sorties. Il permet aussi d'activer le point shooting, qui n'est autre que le Mark 1 Execute de Splinter Cell Conviction. On peut ainsi friser le temps pour marquer plusieurs cibles avant de les abattre toutes de façon cinématique. Hitman Absolution ne lésine pas sur les emprunts, mais ces derniers s'intègrent à un gameplay bien en place et à un level design ouvert, multipliant les possibilités offertes aux joueurs. Ce qui séduit d'emblée dans Hitman Absolution, outre ses mécaniques de jeu huilées et sa réalisation technique de qualité, c'est le système de monitoring qui vient récompenser ou sanctionner chacune des actions du joueur. Chaque niveau comprend de plus une série d'objectifs secondaires qui ne pourront être accomplis en une partie. Au côté sandbox du jeu, qui induit de fait une rejouabilité importante, s'ajoute ainsi une dimension scoring RPG, encourageant l'expérimentation de manière à pouvoir débloquer de nouvelles aptitudes. Un cercle vertueux qui devrait assurer au jeu une durée de vie plus que conséquente. D'autant que les joueurs pourront eux-mêmes générer du contenu via le mode multijoueur asynchrone Contrat, qui permet de créer et de partager ses propres contrats au sein du jeu. La présence de nombreux modes de difficulté devrait aussi rassurer les fans de la première heure. Si le jeu se veut plus accessible, avec un système de checkpoint que l'on choisit d'activer, il devrait malgré tout donner du fil à retordre aux gamers.
Ce nouveau volet promet donc énormément, malgré sa propension à aller piocher ses features chez la concurrence. Et surtout, alors que le prochain Splinter Cell a tout l'air de s'orienter de plus en plus vers un gameplay à la Gears, Hitman Absolution semble respecter ses racines infiltration pour finalement se rapprocher d'un Dishonored à la 3e personne. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. À vous de jouer à présent. 47 est de retour. Alors Hitman Absolution, bien, mais ça fait un peu compile d'idées qui viennent d'ailleurs. Voilà, ils empruntent telle mécanique à tel jeu, donc il y a beaucoup de Splinter Cell Conviction, il y a un peu de Gears of War, il y a des emprunts à droite et à gauche, mais clairement, a priori, ces emprunts ont su être greffés à un gameplay qui tient la route, et donc si le game system et le level design est suffisamment ouvert, et comme un peu comme dans Dishonored, on a vraiment la possibilité d'appréhender chaque niveau de façon complètement différente, ça peut être intéressant. Ouais, voilà, bah si pompe des idées à droite à gauche, mais que ça fonctionne... Why not, On espère quand même que le jeu saura avoir une petite identité propre, et donc ça passera éventuellement par la qualité du scénario. Ouais. Le début était vraiment intéressant, ensuite à voir comment ils développent ça. Parce qu'évidemment, parfois on peut être déçu par une fin. Dishonored, Rage, on en a quelques-uns comme ça, c'est un peu limite. Donc c'est important de finir le jeu, d'où la raison pour laquelle la critique, c'est pas maintenant, mais dans 15 jours. Voilà, on va faire ça bien. Ok. On va maintenant voir un money shot spécial 18+, donc avec du trailer de bourrin. Et donc, on tient à avertir un petit peu les parents, par exemple, qui regardent avec leurs enfants, et éloigner les enfants pour le dernier trailer, le trailer consacré à VHS. C'est un trailer Red Band, donc ça veut dire que c'est un trailer hardcore, et en effet, ça fait peur. Vraiment. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Money Shot, version 18+. Pour cette nouvelle émission, nous allons visiter la maison au bout de la rue, ainsi que la célèbre ville fantôme de Silent Hill, Révélation. Si le titre La maison au bout de la rue vous rappelle quelque chose, c'est normal parce que ça fait beaucoup penser à la dernière maison sur la gauche de Wes Craven. Mais attention, il ne faut pas confondre les deux films, car s'ils sont tous deux des thrillers horrifiques, ils ne traitent pas du tout du même type de sujet. En effet, La maison au bout de la rue raconte l'histoire de Elissa et de sa mère qui s'installent dans une nouvelle maison. Rapidement, elles apprennent que la maison voisine a été le théâtre d'un horrible massacre. En effet, quelques années auparavant, une jeune fille a assassiné ses parents dans un accès de folie meurtrière, puis disparu. Seul survivant, le jeune Ryan a grandi et habite toujours dans cette maison. Timide et introverti, il est persécuté par ses camarades de lycée, sauf par Elissa qui essaie de l'aider. Mais Ryan semble cacher un plus lourd secret que le drame qu'il a vécu étant enfant. Interprétée par la mignonne Jennifer Lawrence, Max Siriott et Elizabeth Shue, La maison au bout de la rue avait réussi à attiser notre curiosité grâce à un premier teaser plutôt bien mis en scène. Ce teaser, nous vous l'avions présenté il y a 2 semaines, lors du précédent Money Shot 18+, mais cette fois-ci, ce sera au tour du trailer. Cependant, si le teaser avait une petite touche d'originalité, cette bande-annonce est des plus classiques et au final fait sévèrement retomber l'excitation. Sachant que le film s'est un peu fait détruire aux USA, ça sent la grosse déception. Espérons que l'on se trompe. La maison au bout de la rue sortira le 21 novembre 2012. I think you'll be very comfortable here. Mom, this is beautiful. Everyone, this is Sarah Cassidy and her daughter Alyssa. They're our new neighbors. Hey, I'm Jillian. Hey, this is Ryan Jacobson. I live next door. I heard you singing this morning. You can hear me all the way from your house? It was nice. I like the way you see things. I like the way you see me. Why is Ryan Jacobson still living there? What exactly happened there? His parents were murdered, and his sister disappeared. Do you hear something? But they never found her body. Ryan's had a tough life. Hey look, the freak finally decided to show up. I'm so sorry. He's really sad and he's all by himself in this big house. I do not want the two of you to be alone in his house. Listen, we have a new neighbor, okay? Her name's Alyssa, and her mom just moved into Reed's house. I want you to leave her alone, you understand me? I know what you're doing. You're trying to save him. Sometimes people can't be fixed. My mom said she didn't want us alone. We're not really alone. Brian? I'm looking for Alyssa. Is she here? No, ma'am.
Sortie en 2006, la première adaptation au ciné de Silent Hill avait pas mal divisé. Bien que critiquable sur de nombreux points, le film de Christophe Gans était tout de même intéressant, profitait d'une superbe production design et s'était révélé être sans aucun doute possible la meilleure adaptation d'un jeu vidéo sur grand écran. 6 ans plus tard, voici qu'arrive un nouvel épisode, Silent Hill Révélation. Si Silent Hill le film suivait dans les grandes lignes le premier épisode de la série de Konami, cette suite s'inspire du 3e jeu. On y suit Heather, une jeune adolescente assaillie de visions cauchemardesques qui l'invite à se rendre dans la ville de Silent Hill. Alors que Silent Hill 3 mettait un certain temps à établir une connexion directe avec Silent Hill 1, en gardant une grande partie du mystère, cette suite cinématographique grille dès la bande-annonce les liens qui étaient tenus secrets et qui avaient autant marqué que surpris les joueurs à l'époque. À la vue de ce trailer, on sent déjà que le film risque de manquer de subtilité du point de vue de son histoire. Les craintes que l'on peut déjà émettre peuvent être appuyées par le fait que Christophe Gans n'est plus ni à la réalisation ni au scénario, tout comme Roger Avary et Nicolas Boukrieff, tous deux co-scénaristes avec Gans sur le premier film, qui ont aussi quitté le navire. Toute cette talentueuse équipe a été remplacée par une seule et unique personne, l'opportuniste Michael J. Bassett, le réalisateur des très mauvais Wilderness et Solomon Kane. C'est sûr, ça fait peur. Cependant, le film affiche un cast des plus alléchants, avec Sean Bean, Radha Mitchell, Deborah Unger, Carrie-Anne Moss, Adelaide Clemens, Malcolm McDowell et Kit Harington, le Jon Snow de la série Game of Thrones. Malheureusement, on ne pourra que regretter l'absence de l'excellente Jodelle Fairland, qui ne reprend pas le rôle d'Alessa qu'elle avait tenu dans le premier film. Si la production design semble être bien respectueuse de l'univers et les nouvelles créatures plutôt originales, cette bande-annonce ne donne pas vraiment envie. D'autant plus que certains personnages du jeu ont été complètement détournés de leur rôle de base, ce qui risque de faire grincer les dents de millions de joueurs. En bref, ça sent pas bon du tout. Silent Hill Révélation sortira le 28 novembre 2012. Just a dream. They're calling me. I gotta go. Don't want to be late for the first day of school. You know, I worry. Don't worry. Me and my dad, we move around. This is the 5th school I've been to since I was 11. Oh, you all right? I think there's someone following me. Come back here, Sharon. Love you. Thanks for walking me back. Yeah. Dad! What's going on? I know that symbol. This is it. Do you know what that is? Where is my father? The darkness is coming. It's safer to be inside. Run. It's a key. What does it unlock? The true nature of things. You were chosen to destroy the demon. Get down! Go to hell! We're already here. Okay, here's the deal. We gotta break into this house, and all we have to do is steal this one VHS tape. Pour finir, voici la bande-annonce de VHS, qui est une anthologie de plusieurs moyens-métrages horrifiques tournés en found footage. Et n'oubliez pas, le cinéma n'est jamais mieux qu'au cinéma. So special about this tape anyway. What the fuck was that? You're all gonna fucking die up here. My apartment's haunted. It's not haunted. I'm sure there's a reasonable explanation.
look like you. Did you erase it? Alors après ce money shot, je sais pas toi Thierry, mais moi je suis tout noué de l'intérieur, je suis pas bien. Je sais pas si c'est le stress des examens ou... il te faut un petit moment de zénitude alors. Ah ouais, là il faut que je me détende là. Ouais. Bah, je pense que le mieux en fait c'est de booster la puissance de ton cerveau. Ouais. Et pour ça, rien que mieux que Smartaz, qui est un jeu PS Vita, qui est en fait le Dr Kawashima de la PS Vita. Donc Sony arrive un peu tard. Un peu tard, parce que déjà, bon, leur plateforme elle a du mal, mais en plus, avec Dr Kawashima, ça commence à remonter un peu. Mais, malgré tout, le jeu est pas si mal que ça. Et puis ça fait plaisir de temps en temps de parler d'un jeu PS Vita. Donc vous verrez évidemment, comme d'habitude, on n'a pas d'image réalisée par nos soins, tout simplement parce qu'on n'a pas de kit de saisie PS Vita, puisque Sony n'a pas fourni de kit de saisie PS Vita. Ça montre à quel point ils croient vachement en leur machine. Et donc du coup, on n'a que du trailer. Mais ça nous permet de parler du jeu, auquel on a bien évidemment joué pour de vrai. Et c'est correct. Si l'on en croit sa jaquette, Smartaz est le jeu d'entraînement cérébral nouvelle génération. En cette fin d'année, il est difficile de ne pas regarder les jeux Sony avec un œil cynique. Little Big Planet Karting, un clone de Mario Kart. PlayStation All-Star Battle Royale, un clone de Super Smash Bros Melee. Smartaz, un clone du programme d'entraînement cérébral du Dr Kawashima. On force le trait, bien sûr, mais avouez qu'il y a de quoi troller. Ceci dit, Smartaz n'est pas un mauvais jeu pour sa cible casual. Avec son habillage à la fois épuré, fluide, soigné et rassurant, il propose des énigmes, des jeux et des défis quotidiens, exploitant intelligemment les fonctionnalités nombreuses de la PS Vita. On commence par créer son profil, droitier ou gaucher, homme ou femme, date de naissance. Pour cette dernière, il conviendra de tracer au doigt sur l'écran tactile les chiffres de son anniversaire pour constater d'emblée que la reconnaissance des chiffres, comme des lettres d'ailleurs, fonctionne sans problème. 4 types d'épreuves sont proposées: logique, arithmétique, français et observation. Il faudra par exemple tapoter sur l'écran tactile avant ou le pavé tactile arrière au fur et à mesure que les mots avant et arrière apparaissent. Bien sûr, tous les défis sont chronométrés, il convient donc d'aller vite. Une autre épreuve vous invitera à relier des points pour tracer des lignes de même couleur sans qu'elles se croisent, ou à faire du calcul à trous, tracer la lettre manquante d'un mot, jouer au ciment avec des objets colorés qui défilent pour les choisir ensuite sur un étalage parmi d'autres, s'amuser avec la réalité augmentée, etc. Sachant qu'à l'issue de chaque entraînement quotidien, un jeu libre sera débloqué, histoire de s'entraîner un peu. En tout, 20 minigames se sont proposés, ce qui est finalement assez peu, même pour des sessions de jeu très courtes. Le score obtenu à la fin de l'entraînement quotidien est celui de votre puissance cérébrale, qui prend la forme d'un pourcentage. Ce score pourra être partagé sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, tandis que l'obtention d'étoiles à une épreuve donnée permet d'activer des défis NieR. Mais mis à part ces petits défis asynchrones et les habituels leaderboards comparatifs, Smartaz ne propose aucune option multijoueur. Malgré son contenu très léger et son manque cruel d'originalité, le Dr Kawashima Made in Sony fonctionne néanmoins grâce à son ergonomie et devrait séduire les rares papas et mamans possédant une PS Vita. Reste que Sony arrive un peu tard pour capter le grand public, déjà bien occupé avec les consoles portables Nintendo et leurs smartphones tablettes. Si j'osais, je dirais que de la part de Sony, ce n'est pas le plus smart des moves. Ah, j'ai osé. Désolé. Vous aviez bien apprécié le reportage qui avait été consacré il y a un mois environ à DMC Devil May Cry, qui était basé sur une interview réalisée par Anne et Alex sur le TGS. Et donc ça a beaucoup parlé un petit peu sur les forums, parce que j'ai checké. Et donc on a pris l'opportunité de retourner voir le jeu, tout simplement en Angleterre, chez le développeur, chez Ninja Theory. Donc on a pu faire plein d'interviews, des interviews du staff anglais, mais aussi du staff japonais de Capcom, qui avait fait le déplacement. On a pu jouer assez longuement au jeu. J'ai fait, je crois, les 7 premiers niveaux. Ah, ça va. Donc c'est pas mal. Et donc voilà, une nouvelle occasion de parler du jeu. Puis on revient dessus juste après. Mais je l'attends maintenant. On va débuter ce reportage réalisé à Cambridge au sein du studio Ninja Theory par les interviews des 2 directeurs artistiques du jeu qui ont abattu un travail colossal et grandement contribué par leurs idées et leur vision au développement de nouvelles mécaniques de jeu. Les intervenants étant nombreux, ce reportage sera diffusé en 2 parties. First time Capcom came to us, we knew it could be a very big challenge for us because we come from a new IP,
saw like every sword, and this one was already very famous. But the challenge was, and the important, the really interesting thing was, the Capcom really want us to be free, to have. They give us a lot of freedom to explore anything we like it. It was really exciting. Of course, we started kind of developing Dante, just changing not much from the original. I tried just to get a different jacket and different thing, but Capcom really want us to do things different, something that they wouldn't think about it. This allowed us to actually much more interesting stuff, process. From there, we knew we could make really good new DMC. In terms of the process, I mean, yeah, obviously one of the first things to do is the concepts and just laying down some kind of ideas, looking at some reference. But I think one of the key things that we did early on was actually we made kind of vertical slice of a level, a little area, and it was where we were exploring the idea of Limbo being kind of like a parallel world to the human. We did a little test where Alex had done some concepts that were touching on a lot of surrealism in the scene, so a lot of things kind of broken and floating in the air, and we thought, well, that looks great in a still. Like, it really, you look at it as a still and you know that would be Ninja Theory's take on DMC. But what do we do in the main game? Because do we have all those things exploding all of the time? And then we thought about the concept of maybe in Limbo the physics is different and things can explode and hold in the air, and that could actually be a way that we could kind of contain the player a bit more, but also give a lot of interesting traversal areas. So a test that we did really early on, we just tried to prove that, and it was really successful. It just went from a really grey, dull human world, and then suddenly, poof, bang, like things exploded, colour flooded the scene. Et c'est ainsi que sont nés les limbes dans DMC Devil May Cry. Cette direction artistique permet également de donner de nouvelles idées au game designer. Le joueur peut ainsi jouer avec les éléments du décor qui flottent dans les airs, en les déplaçant à l'aide d'un grappin et ainsi de suite. Les limbes révèlent également la vérité de notre monde derrière le masque consumériste, un peu à la manière du classique de John Carpenter, V-Live, alias Invasion Los Angeles en français. On peut ainsi voir des messages subliminaux planqués un peu partout, poussant les humains à obéir sans réfléchir et à consommer toujours plus. This one of the references he showed us, and okay, we knew it already. This movie is very famous, but just as a reference, just to explain how the truth can be hidden by, like in the society, and in that movie through glasses you could see the truth and stuff. And in our case we got Limbo, which is the way how you can see the truth. Moins fantasy que les Devil May Cry précédents, ce reboot affiche une volonté évidente d'ancrer ses environnements dans le réel. Pour ce faire, il était nécessaire que les deux dimensions proposées dans le jeu, le monde des humains et celui des démons, les limbes, s'influencent et se répondent. Ils ne sont pas totalement étanches. D'où l'idée des messages subliminaux révélés, mais pas seulement. We wanted it to also feel like you felt the presence of other silhouettes around. So outside these stalls that are selling things, you just see silhouettes of people dashing here and there. We knew that we couldn't afford really to have pedestrians walking around, and for combat it wouldn't have been much fun anyway, but the idea that there is that, you do hear voices now and again of people nearby, it added to the kind of slightly kind of surreal and suspense of it. We came out with that just because in the previous DMC you see a character in an empty city, walking around, a huge, nice cathedrals, nice stuff. But we try to ground much more the city, the video game, our story, and our character have to be in a real life, and so we need people going around. But and we need a reason why it's often in a city without people. So that's why we can, okay, let's make a human world, which is a normal city, and human with humans, and then let's create a parallel world which is empty, completely empty, because only Dante can be there, and allowed us even him to have the sword, because one of the main issue was like, okay, we want this character, like thinking about this character as he would walk in a club, like as a teenager is going in a clubbing or going anywhere. Would you see a teenager with a big sword on the back walking inside a club? No, really. We really need a reason to split up the two worlds, and I think this was really clever. To create this limbo, which is a perfect place for us to explore a lot of things and to push ideas. Plus, we really wanted to
this city to be a character, like treat like another character. Like we got many monsters, many creatures and stuff, but the city have to be another creature. So he's breathing, he's moving, he's try to get you, try to stop you. Du coup, la ville emprunte les textures de certains monstres, le sang des démons est en fait la matière gélatineuse noire qui poursuit Dante dans les limbes, et ainsi de suite. Ce choix permet donc de donner une identité unique aux limbes, tout en expliquant visuellement son fonctionnement et sa raison d'être. La ville déteste Dante, et cet âne aveugle se manifeste par une corruption rampante qui accompagne les mouvements du joueur et modifie en temps réel sa topographie. Mais avant d'en arriver là, il a fallu que les chemins de Capcom Japon et du studio anglais Ninja Theory se croisent. So we were kind of approaching the end of Enslaved. And we were thinking about what our next game would be. And we've always done our own games. We've always come up with our own ideas. And then Nina, another co-founder, she told us that there was a possibility we could work on Devil May Cry. I didn't really quite believe it because Devil May Cry to me was like a childhood. You know, it's one of those games you play that sticks with you, and you don't believe you're going to meet your heroes, if you like. So to be working on it was an amazing opportunity. I had no hesitation whatsoever in working on Devil May Cry. Like, there was not even there's a lot of games, other people's games that were offered to us that we didn't really have the heart for, but Devil May Cry we definitely did have the heart for. Pour bien appuyer le fait que ce reboot de DMC fut créé de manière collaborative, plusieurs membres clés de Capcom Japon avaient également fait le déplacement en Angleterre. Comme Motohide Hachiro, le producteur du jeu chez Capcom Japon, et un ancien développeur ayant dirigé des projets comme Onimusha 2, Shadow of Rome ou supervisé la série Ace Attorney. このプロジェクトはカプコンジャパンとカプコン USA ダブルプロデューサーかつ海外のスタジオでやろうというワールドワイドのプロジェクトになってて、で僕がそのデビルメイクライを、今回 DMC としてリバースしようと思ったかというと、そのデビルメイクライ1から4まで作ってきた中でやっぱりどうしてもユーザーは固定化してくる中で、もう一度このタイトルをより多くの人にプレイしてもらいたいという思いの中からよりグローバルな視点で開発をしていこうという中で、カプコン USA に相談したところ、イギリスにすごくアクションゲームのノウハウがあって、かつ、独特のストーリーラインとかテクノロジーとあとグラフィックを作るセンスのあるニンジャセルという会社があるよっていうお話を聞いて、すぐにカプコンジャパンカプコン USA で一緒にスタジオにここに訪問して、打ち合わせをしてミーティングをして、じゃあデビルメーカーをお願いしますという経緯になっています。Tous les mois ou les 2 mois, Capcom Japon se déplaçait en Angleterre où les lead développeurs de Ninja Theory au Japon pour échanger, checker les dernières versions et s'assurer qu'ils respectaient la philosophie derrière Dante. Et ce, pendant 3 ans, sans parler des coups de téléphone et des échanges d'emails. Une collaboration sans précédent pour l'éditeur japonais. Mais la majorité des échanges et des conseils donnés par les équipes de Capcom Japon concernaient bien sûr le système de combat. It's tricky to kind of create a combat system as deep and broad as we have without excluding people. I think at its heart it is a technical, hardcore, challenging game. It was that from the very beginning. That's what Devil May Cry has always been about. We were on that same path. So the challenge for us was how to teach that to players, how to get players to progress from what they're used to, which is hack and slash enemies, kill them, move on, to becoming the most stylish fighter and getting a triple S rank. There's no easy way. It takes a lot of fine-tuning, a lot of testing, and these guys were on hand to help us, really. I mean, on the combat side, there's no way we could have achieved what we did without the advice and direction that the Capcom Japan guys gave, because they're the masters of this stuff. Probably the biggest thing we've learned in this game is how to make it feel right, how to get the depth there, but still leave enough for players to kind of express themselves and discover for themselves. La démo de DMC Devil May Cry sera téléchargeable très prochainement. Nous consacrerons donc la seconde partie de ce reportage au gameplay lui-même, les possibilités offertes par le système de combat, mais également la dimension plateforme de ce DMC et l'importance essentielle du sound design dans un jeu de ce type. Alors super reportage, dont tu me disais, tu as eu l'occasion de faire 7 niveaux, et du coup ça t'a enthousiasmé, pourquoi? Moi à la base c'est le système de combat.
Donc on retrouve vraiment ce qui faisait la force de la licence à l'origine. Donc avec des combats très aériens, avec une vraie profondeur et la possibilité de réaliser des combos multiples en alternant en fait le choix entre les différentes armes. Ouais. Toutes les armes sont mappées en fait sur les boutons de la manette de façon intelligente. Donc c'est pas compliqué de s'y retrouver. Et t'es un peu, par moments, ça fait plaisir, t'es dépassé par le truc, t'es là genre ah putain on peut faire ça, on peut faire ci, attends il faut que j'essaye ça, etc. Attends je viens de débloquer un nouveau mouvement, je l'ai pas encore essayé. Et donc du coup t'es là genre t'es un peu dépassé quoi. Et donc ça je trouve ça cool, ça veut dire qu'il y a de la profondeur, ça veut dire qu'il y a de la rejouabilité possible. Et puis j'aime bien moi le nouveau design du personnage, j'aime bien les décors, j'aime bien le switch entre les deux mondes. Il y a un petit côté Okami inversé. Ouais. Donc tu te rappelles dans Okami lorsque le loup se déplace, etc. Il y a des petits fleurs qui apparaissent. Là quand tu te déplaces dans le monde genre Evil, un petit peu d'Evil May Cry, tu as la corruption qui suit le personnage, ce genre de choses. Donc il y a plein de petites idées intéressantes et ça fonctionne bien. On a l'impression que le jeu tourne en 60 images par seconde alors qu'il tourne en 30 images par seconde. Donc c'est vraiment c'est fluide, c'est nickel, c'est assez spectaculaire, c'est violent. T'as des dialogues qui sont là genre ah putain les mecs ils ont été assez loin, etc. Donc ça fait plaisir, c'est du vrai 18+. Et je pense que potentiellement ça peut être un beat 'em all surprise en ce début d'année quoi. Début d'année prochaine, parce qu'il arrive bientôt. Donc ça c'est cool aussi. Je pourrais le faire. Ouais, tu sais. Enfin je dis ça maintenant, puis en fait en 2013 je changerai d'avis. En tout cas, on se retrouve dans 15 jours pour 2 nouvelles critiques. Donc la critique de Call of Duty Black Ops 2, on aura aussi la critique de Hitman Absolution, on aura également bien entendu un Showtime, un 3 pas plus, et puis d'autres petites surprises. Bref, du contenu, malgré le fait que ça commence un petit peu à se raréfier. Et puis après, on va commencer à pouvoir parler des Zombie U, on pourra même peut-être en parler un petit peu dans la prochaine, on verra, ça dépend si la Wii U tombe suffisamment vite. Et puis voilà, donc rendez-vous dans 15 jours. Salut tout le monde.